De ce qu'on a présenté aujourd'hui parce que souvent j'oublie. Alors maintenant je commence par ça, comme ça c'est fait. Nous avons ici 3 photographies, toujours de Janine Mignot. On les a mises là surtout parce qu'on a trouvé que le bleu était assez sympa. Qui pose la question en effet de la perception, puisqu'il s'agit en fait, tu veux en dire 2 mots peut-être ? Non, des reflets simplement. Des reflets. Donc en fait c'est des photographies qui sont prises sur l'eau, en fait des reflets dans l'eau, et qui donc modifient complètement ce qu'on appelle pour l'instant la perception. Nous verrons de quoi nous parlons tout à l'heure. Et puis cette petite image, parce que je me suis dit, quand on parle de perception, tout de suite on pense au regard, ce que je vois, n'est-ce pas ? Donc il me fallait un œil. Du coup j'ai fait un œil. C'est voilà. le 3e. C'est le 3e peut-être là. Donc voilà. Alors, aussi pour varier les plaisirs, vous avez vu que sur mon petit papier aujourd'hui, je n'ai pas mis de texte. Pour changer justement, parce que d'habitude il y a toujours des extraits, tout ça. Je me suis dit, bon, on va se lasser à force, donc faisons autrement. Et donc j'ai plutôt proposé un certain nombre de questions qu'on va essayer d'élucider un petit peu seulement, ensemble, et on va croiser quand même l'ami Platon, Héraclite d'abord, que vous avez vu, Platon, Kant, Bergson, Sartre et Freud. Je ne les oublierai pas comme ça. Voilà. Et bien sûr, on commence toujours par se demander qu'est-ce que c'est que percevoir et qu'est-ce que c'est que le réel. Alors, je vais essayer de le faire comme ça sans filer. Si je me perds, je reviendrai sur mon bout de papier. D'abord, la réalité. La réalité, qu'est-ce que c'est ? On a tendance à dire, le réel, c'est exactement ce qui est. Le réel ne change pas, il est comme il est, présent ou non, à notre conscience, et nous le percevons, c'est-à-dire que nous le voyons. Sauf que, ça serait trop simple, sauf que la réalité des choses pour les philosophants, j'aime mieux dire les philosophants que les philosophes, parce qu'un philosophe, je ne sais pas exactement ce que c'est. Un philosophant, je sais, c'est celui qui essaye de philosopher. Bon, donc là on est d'accord. Pour le philosophant, la réalité des choses, ce serait leur vérité, ce qu'elles sont en elles-mêmes. Problème, quelle serait la différence entre le réel et le vrai ? Où est la vérité ? Où est la réalité ? Nous comprendrons assez vite qu'effectivement, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que, finalement, quand on réfléchit, la réalité est effectivement ce qu'elle est. Dire qu'elle ne change pas, on va voir que dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, on n'est pas d'accord, puisqu'Héraclite, c'est lui qui l'a dit, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Pourquoi ? Parce que tout n'est que mouvement. Néanmoins, le réel est posé en face de moi là où je suis. Où est la vérité de ce que je perçois ? Elle va peut-être se trouver davantage dans mon jugement sur ce que je perçois. C'est vrai puisque je l'ai vu, disait saint Thomas, n'est-ce pas ? Donc, lorsque je dis aujourd'hui le ciel est gris, c'est vrai. Si je dis aujourd'hui le soleil brille, c'est faux. Qu'est-ce qui a changé ? La réalité du ciel, de la météo, ou ce que j'ai dit, de ce qui était ? C'est compliqué ça, parce qu'en fait, on va dire, c'est quand je parle que je dis vrai ou faux. Mais ce qui est, point final. Alors, quand je dis ensuite, mais la réalité des choses, c'est leur vérité, comment je vais organiser les deux ? Ça devient compliqué. Alors, on va quand même essayer d'avancer. Donc Héraclite nous dit, attention, le monde, nous-mêmes, nous sommes perpétuellement en mouvement. Nous ne serons plus tout à l'heure tout à fait ce que nous étions en arrivant, ça je ne cesse de le dire et de le redire, mais c'est tellement juste. J'ai pas dit vrai. Donc, nous sommes en mouvement perpétuel, même dans l'immobilité nous bougeons.
Je crois qu'on avance globalement à 360 km/h à peu près dans notre atmosphère, avec cette sensation d'être immobile, assis sur nos chaises tranquilles à la Sablonnière. Mais en plus, à l'intérieur de notre corps, ça circule constamment, ça bouge, quelquefois ça se manifeste quand on commence à avoir faim, etc., etc. Bref, nous sommes perpétuellement en mouvement et en changement. Je crois qu'on met à peu près 7 ans à renouveler quasiment l'intégralité de nos cellules, à part les neurones qui sont les plus résistantes. Mais au bout de 7 ans, finalement, rien de mon corps n'est encore vraiment comme il était 7 ans auparavant. C'est étonnant, c'est fabuleux ça. Bon, alors où est ma réalité à moi? Que suis-je, etc., etc. Donc simplement, concernant ma matière. Donc je bouge, je me transforme, le monde bouge, se transforme. Et nous le savons, Héraclite l'avait pointé en disant « Attention, tout n'est que mouvement », y compris dans le cosmos, etc., etc. Comment fixer quelque chose qui est perpétuellement en train de bouger? Comment percevoir ce réel, même si je ne le confonds pas encore, enfin je ne le superpose pas encore à la question de la vérité, alors qu'il est toujours autre que ce que je viens de le voir ou de percevoir. C'est étonnant, hein. Enfin moi ça m'étonne, ça m'épate toujours. Ça. Bref. Donc premier problème, ce que je perçois, est-ce bien le réel? Non. Tout ce que tu perçois, c'est du mouvement. Alors la réalité serait-elle le mouvement? Le mouvement lui-même est-il palpable? Saisissable? Problème. Alors, percevoir maintenant. Non, je finis avec le réel et la vérité. On rencontre Platon, un siècle après Héraclite, qui nous dit la réalité, c'est l'essence des choses, ce qu'elles sont en elles-mêmes. La chose en soi, dira Kant un petit peu plus tard. Ce que la chose est fondamentalement. Et c'est cela qu'il faut trouver. Si nous voulons toucher une réalité, c'est la vérité des choses qu'il faut trouver, les essences. Et vous vous souviendrez, ou pas, que Platon dessine, donc Platon, recherche de la vérité à tout prix. Il dessine la perception que nous aurions des choses en 3 niveaux. Le premier niveau étant le monde des idées où siège la vérité ou la réalité des choses, c'est-à-dire les essences de chaque chose. Ensuite, le monde sensible, notre réalité actuelle, vous voyez que le vocabulaire est problématique, notre présent, on va dire, actuel, là nous sommes dans le monde sensible que nous pouvons percevoir, toucher, etc., à travers nos sens et notre sensibilité. Ça, ce monde sensible n'est finalement pour lui qu'une réplique de ce monde des idées qui est un monde intelligible, qui ne relève que de la pensée et non pas de la matière dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas? Alors il prend l'exemple du lit. Il y a l'essence du lit, cette idée de la perfection absolue du lit, et puis il y a l'artisan dans le monde sensible qui fabrique des lits, plein de lits différents, dans des matériaux différents, des tailles différentes, mais tous sont porteurs de cette essence, et ce qu'il nous faut connaître, c'est cette essence. Vous voyez, pas compliqué déjà. Okay. Et puis alors il met un 3e degré vraiment tout en bas, le monde des images qui n'est lui-même que la réplique du monde sensible, n'étant lui-même que la réplique du monde des idées. Donc nous nous éloignons de la vérité, plus nous nous approchons des représentations que nous pouvons avoir. Il faudrait donc, pour toucher la réalité des choses, que toute l'aventure, la recherche ne soit qu'intellectuelle. Alors ça, c'est notre ami Platon, qui finalement, me semble-t-il, ne pose pas trop la question de la perception, ou il la pose dans d'autres termes. Par contre, il y en a un qui arrive beaucoup plus tard. Nous voici au XVIIIe avec Emmanuel Kant. Alors là, avec Kant, ça va être autre chose. Platon nous dit, pour connaître le vrai ou la réalité des choses, il faut rechercher cette vérité dans le monde des idées, l'essence des choses, essayer d'expérimenter intellectuellement cela. Et Kant dit, il y a une chose qui nous est absolument inconnaissable, c'est la chose en soi. La seule chose que nous puissions connaître, ce sont les phénomènes. Que sont les phénomènes? C'est ce que nous pouvons percevoir, justement. Et là, d'un coup, tu dis, ok, alors percevoir, qu'est-ce que ça veut dire?
Percevoir, ça n'est pas seulement voir. Percevoir, c'est appréhender avec notre sensibilité, entendue comme l'ensemble de nos 5 sens. Ça, vous avez vu, j'ai mis un petit mot sur la forêt, on entend bien cette idée-là. Mais c'est aussi organiser, je suis Kant là quand je parle, hein, organiser ce que nous voyons par le biais de notre sensibilité pour que ça devienne un objet que nous puissions connaître ou comprendre. Ça veut dire que j'ai déjà une forme de sensibilité a priori donc, non pas a posteriori, mais a priori, avant toute expérience. J'ai cette forme de la sensibilité a priori en moi qui est la sensibilité à l'espace et au temps. Lui dit, c'est déjà en moi, j'ai déjà cette faculté. On peut le mettre en doute parce que quand on pense aux nouveau-nés, par exemple, vraiment les nouveau-nés, pendant les 15 premiers jours, les 3 premières semaines de leur vie, on a l'impression que tout ça, c'est vraiment dans le flou, rien que leur regard a l'air complètement perdu, mais peu importe. Pour Kant, donc, j'ai ça en moi, et c'est ce qui me permet déjà de voir quelque chose, de percevoir le mouvement. Le mouvement, c'est le temps. Si le temps n'existe pas, j'ai une succession d'images qui vont se superposer, et si l'espace n'existe pas, la vision en 3D, etc., n'existe pas, je vois tout plat. Qu'est-ce que je vois alors ? Si je n'ai pas cette sensibilité au temps et à l'espace, je verrai quoi ? Des lumières, des ombres, de manière complètement plate et fixe, je crois qu'on serait dans le noir, vraisemblablement. Bon, donc il dit, j'ai déjà ça, première condition de ma perception. Ensuite, ma sensibilité. Je vois, ok, des tas de choses, mais est-ce que ça suffit à les comprendre, à les identifier ? Il dit, ben non, ça ne suffit pas. Il faut aussi que mon intelligence travaille et saisisse tout cela. Son intelligence, lui, il appelle ça l'entendement, qui va calquer sur ce qu'il perçoit un certain nombre de catégories, comme il dit, qui sont par exemple la grandeur, la petitesse, l'infiniment grand, l'infiniment petit, la capacité à comparer, la relation de cause à effet, tout ça sont des outils de notre intelligence qui nous permettent d'organiser, à partir de nous, le monde que nous percevons. Donc percevoir, pour lui, c'est certes recevoir par le biais de la sensibilité un certain nombre d'images, par le biais de la sensibilité et de l'imagination, dit-il, un certain nombre d'images que je vais organiser et auxquelles je vais donner sens grâce à mon intelligence, et ensuite je vais les nommer. Et n'aura de réalité pour moi que ce que j'arriverai à nommer. Ce que je n'arrive pas à nommer reste dans les limbes, je ne sais pas ce que c'est. Sauf que, je vais un peu vite. Ah oui, Kant nous dit aussi, ça je l'avais noté parce que j'avais peur de l'oublier, que donc la chose et sa réalité ne se réduisent pas à ce que nous pouvons en percevoir. Parce que quand j'ai perçu les choses, et donc j'en fais un objet de mon expérience, je vais mémoriser tout cela et je vais organiser tout cela dans mon esprit, ça va devenir une expérience pour moi. Je perçois le monde donc grâce à ma sensibilité, grâce à mon intelligence, je l'organise, et puis je transforme ça en expérience. Très bien. Mais ça, je ne suis encore que du côté des phénomènes. Le monde se présente sous le mode phénoménal, dira-t-il, en tant que phénomène que je peux donc percevoir, dont je peux faire une expérience, etc., que je peux presque, pourrons-nous dire, expérimenter. Mais la chose en elle-même, dont on parlait tout à l'heure, l'essence des choses, ce qu'elle est fondamentalement, ne peut pas être un objet de ma perception, nous dit Kant. Donc, à un moment donné, ma connaissance s'arrête. Il y a pour moi de l'inconnaissable parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas faire l'objet de mon expérience, de ma perception. Qui ne se réduit pas à voir, simplement. Je ne vois pas l'intérieur du corps, mais ça y est, j'ai installé le fonctionnement du corps humain, etc., etc. Tout ça, ça relève après de la connaissance. Donc c'est pas juste ce que je vois existe, ce que je ne vois pas n'existe pas. Et c'est pas idiot en fin de compte, parce que quand on pense aux enfants, vous vous souvenez de cette période, enfin vous vous souvenez ou pas, de cette période de leur vie, je crois que vers 1 an, un petit peu plus de 12 mois, ils font tomber, quand ils sont sur une chaise haute ou à une table, ils font tomber un objet qu'ils ne voient plus. Ça dure quelques heures, ça.
Et puis hop, on le ramasse, on leur montre. Et alors ils sont tout contents et ils recommencent ça. Et je me dis, ça tiens, ils sont en train d'expérimenter quelque chose qui va véritablement devenir une perception et un objet d'expérience, comprendre que ce qui existe n'est pas seulement ce que je vois. Ce que j'ai vu hier a une existence pour moi. Ça a été l'objet d'une expérience pour moi, quoi. Donc c'est vrai que notre esprit petit à petit s'éveille comme ça, comme la rose du Petit Prince. C'est joli ça, tiens. Alors, donc, je disais, ce qui n'est pas nommé n'a pas de réalité pour nous. Ce qui ne fait pas l'objet d'une perception n'est pas un phénomène pour moi, ne peut pas devenir le fruit d'une expérience, et donc, il y a de l'inconnaissable. La chose en soi est inconnaissable, nous dit Kant. C'est son explication, et on peut dire, bon. Alors, pour mieux comprendre peut-être cette idée, on peut se prendre soi-même et se dire, je me perçois dans le miroir, ou je perçois l'autre, n'est-ce pas ? J'ai la sensation de le connaître, je le vois, j'ai des expériences avec cet autre, mais ce que cet autre est fondamentalement en lui-même, et ce que je suis moi fondamentalement en moi-même, est-ce que je le sais ? Est-ce que je peux l'appréhender ou pas ? En gros, ça revient à la question, est-ce que nous nous connaissons nous-mêmes, quoi ? Est-ce que cette connaissance est possible ? Pas. Je vais m'achever avec Freud, comme ça, ce sera réglé cette affaire. Alors, par contre, donc, j'en reviens à Kant, qui nous dit « Je ne peux connaître que ce qui fait l'objet de ma perception, qui devient une expérience, mais il y a une part d'inconnaissable pour nous, la chose en soi, je n'y ai pas accès, et ça restera un mystère. » À l'inverse donc de Platon, qui nous dit « C'est ça qu'il faut aller chercher, l'essence des choses, la vérité des choses. » Et puis, nous rencontrons Bergson. Alors Bergson, je ne sais pas pourquoi, par certains côtés, j'ai une petite faiblesse pour lui. Et vous allez voir que c'est très intéressant parce que justement, il nous parle dans son livre Le Rire, qui est par ailleurs peut-être très... il nous parle de cette façon que nous avons de nommer les choses et l'effet que ça a sur nous et donc aussi, surtout, sur notre perception. Si vous permettez, je vais attraper le livre. Si ça ne vous ennuie pas, je vais vous faire une brève lecture et vous allez voir que c'est tout à fait intéressant. Parce que finalement, il m'a semblé que dans ce passage, il redéfinissait notre manière de percevoir les choses par rapport à Kant, qui le fait de manière très théorique comme ça. Ici, on est replongé dans une réalité, on est au XXe siècle maintenant, dans une réalité qui est notre quotidien et qui nous concerne véritablement de beaucoup plus près, me semble-t-il. Alors voilà ce qu'il nous dit. Enfin, pour tout dire, nous ne voyons pas les choses mêmes. Nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. Nous ne voyons pas les choses mêmes, nous collons des étiquettes dessus. Cette tendance issue du besoin s'est encore accentuée sous l'influence du langage. Car les mots, à l'exception des noms propres, désignent des genres. Le mot, qui ne note de la chose que sa fonction la plus commune et son aspect banal, s'insinue entre elle et nous, et en masquerait la forme à nos yeux, si cette forme ne se dissimulait déjà derrière les besoins qui ont créé le mot lui-même. Alors je vais le refaire en plus court. En gros, que dit-il là ? Nous croisons des objets, des choses. Nous les nommons pourquoi ? Par besoin, pour satisfaire un besoin. Quel besoin ? On va dire quel besoin ? Celui de faciliter vraisemblablement notre action sur ce monde. Ce que je parviens à nommer à une existence et je peux l'utiliser plus facilement. Il m'est utile. Donc il dit, nommons les choses, c'est déjà, le mot est déjà une barrière entre la chose elle-même et moi. Et si je le fais, le motif n'est pas la connaissance de la chose, mais la satisfaction de mes besoins, l'utilisation de la dite chose. Alors là, la perception de la chose en soi, what I ? C'est perdu. Enfin, ça semble beaucoup plus compliqué encore. Donc ça, je vous l'ai dit. Et ce ne sont pas seulement des objets extérieurs, ce sont aussi nos propres états d'âme qui se dérobent à nous dans ce qu'ils ont d'intime, de personnel, d'originalement vécu. Quand nous éprouvons de l'amour ou de la haine,
quand nous nous sentons joyeux ou tristes? Est-ce bien notre sentiment lui-même qui arrive à notre conscience avec les 1000 nuances fugitives et les 1000 résonances profondes qui en font quelque chose d'absolument nôtre? En fait, là, ce qu'il va essayer de nous dire, c'est que le fait simplement de nommer nos sentiments va les réduire d'une certaine manière. Par exemple, si je dis « j'aime les roses », comment tu les aimes, les roses? Quelle est la nature de cet amour-là? Est-ce que tu aimes les voir, les sentir, les avoir dans un bouquet de fleurs chez toi, enfermés, ou les voir sauvages dans la nature, que sais-je? Enfin, des roses sauvages, si, ça existe quand même. Je crois, hein? Oui. Bon. Donc voilà. Il dit ceci, nous serions alors tous... Alors, si nous parvenions à dire avec des mots exactement la nature de nos sentiments, nous serions alors tous romanciers, tous poètes, tous musiciens. Mais le plus souvent, nous n'apercevons que notre état d'âme, mais le plus souvent, nous n'apercevons de notre état d'âme que son déploiement extérieur. Nous ne saisissons de nos sentiments que leur aspect impersonnel, celui que le langage a pu noter une fois pour toutes, parce qu'il est à peu près le même, dans les mêmes conditions, pour tous les hommes. Ainsi, jusque dans notre propre individu, l'individualité nous échappe. Alors, ici, je suis passée de la perception du monde, de mes sentiments, de mes ressentis, de moi-même, de l'autre, au langage. Et je qualifie l'autre aussi. Oui, il est gentil, mais c'est quoi cette gentillesse? Oui, donc finalement, la réalité des choses, à travers notre perception, qui est somme toute déjà une interprétation, est encore voilée par le langage que nous mettons dessus. C'est qu'on est quand même compliqués, nous les hommes. Donc, je viens de dire, notre perception, qui est déjà une interprétation. Pourquoi? Parce que se mêlent à notre perception aussi nos sentiments. Et ça, on l'a tous déjà expérimenté. À savoir que nous vivons que nous percevons quelque chose et nous allons le percevoir de manière positive, neutre ou négative, selon aussi notre état d'âme et nos sentiments. Quand on a une répulsion pour quelque chose, forcément, notre perception sera désagréable. Et on va l'associer à quelque chose de désagréable. Mais de manière, comment dirais-je, j'allais dire mécanique, bon, disons inconsciente, ou chimique. Chimique aussi. Ah, c'est merveilleux. Ouais. Ouais. Merci d'être venu. Donc, quelquefois, c'est même une opération chimique. Dire qu'on ne maîtrise pas grand-chose, finalement, de nos perceptions, de nos expériences et de ce que nous sommes. Alors, j'avais dit... Ah oui. Alors donc, nous avons vu Platon, la vérité siège et la réalité des choses siègent dans les essences, le monde intelligible, donc ce n'est que la pensée qui peut avoir accès à la réalité des choses, qui est complètement perturbant par rapport à l'acception du terme perception, parce qu'il faut que je sois en contact avec les choses a priori, quand je pense ça. Ensuite, Kant arrive et dit, bon voilà, il dit, la perception du monde, eh bien, nous voyons, notre imagination nous présente des images, notre entendement les organise, et ainsi nous pouvons en faire l'objet d'une expérience que nous allons pouvoir mémoriser, etc., etc., etc. Alors, dans la perception, la mémoire est en jeu aussi, hein, évidemment. Mais je vous dirai 2 mots d'Alain, il ne faut pas que j'oublie, tout à l'heure. J'ai perdu le fil, ça y est. Donc oui, Kant nous dit ça. Maintenant, Bergson nous dit, mais on perçoit le monde en fonction de nos besoins. Tout ce que nous cherchons, c'est être capable de l'utiliser. Donc, pour nous permettre cette utilisation, on se borne à son aspect complètement extérieur, la chose en soi, on ne la voit même plus et elle est encore revoilée par les mots que nous posons dessus. Deuxième voile, où allons-nous trouver la chose en elle-même, la vérité du monde ou sa réalité? C'est dur. Mince. Ah oui. Et là-dessus, heureusement que j'ai mon petit fil aujourd'hui. Et là-dessus, on rencontre Jean-Paul Sartre, que nous connaissons tous, par différents chemins, peu importe. Mais Jean-Paul Sartre, dans son petit livre qui est lisible par tout le monde, hein, qui était une explication donc, de sa thèse, de sa grosse thèse qui a fait de lui un philosophe, donc, L'être et le néant, je crois, a fait un petit livre
l'existentialisme est un humanisme, qui est une conférence qu'il a écrite pour expliquer aux intellectuels et aux journalistes qui avaient un peu tordu ce qu'il essayait d'exprimer dans sa thèse. Donc c'est un petit rectificatif, dirons-nous, à ce qu'il avait essayé de mettre en place. Et l'existentialisme dit quoi? Cette petite formule que nous connaissons tous, ou pas, qui dit donc « l'existence précède l'essence ». L'essence en un seul mot. Hein. Alors d'un coup, Platon se retourne dans sa tombe et dit « non mais attends, ça c'est pas possible » et pourtant Sartre lui explique que, il parle de l'homme, nous ne sommes d'abord rien du tout. Un petit embryon, des cellules qui vont se multiplier, paf, et puis on sera jeté dans le monde comme ça, sans savoir ce que nous sommes. Et nous deviendrons, c'est-à-dire que ce que nous serons fondamentalement, notre essence même, nous allons la fabriquer à travers nos actions, nos choix. Nous sommes ainsi, dit-il aussi, condamnés à être libres. Tu n'as pas le choix, tu vas fabriquer ce que tu es. Ce que tu es sera le résultat de tes choix, donc de ta liberté. Ok. Alors là, on a une réalité, finalement, qui n'est que le résultat de ce que nous allons construire, notre réalité. Et c'est notre réalité qui va interpréter, ce que nous allons, au final, percevoir. Et ce que nous percevrons, est-ce que ce sera le réel ou justement ce que nous allons en faire? Est-ce que cette réalité, ça c'est Kant, elle n'est pas juste la construction d'un sujet humain et qu'en dehors de cette construction, rien n'existe? Tout n'est que balbutiement et n'a pas de sens. Donc ça nous pose aussi un problème. En même temps, quand on réfléchit, on dit, c'est vrai que mes choix déterminent aussi ce que je deviens. Nous sommes toujours en mouvement. Serais-je exactement ce que je suis maintenant si j'avais décidé d'aller finalement suivre le GR13 dans la forêt ce matin plutôt que de venir à la Sablonnière? Ou pas? Que me serait-il arrivé et comment me serais-je positionné? Qu'est-ce que j'aurais perçu? Et donc comment est-ce que j'aurais changé? Donc les choix déterminent aussi ce que nous sommes, vraisemblablement. Pas que, pas que. Pas que parce que nous avons, et ça on le connaît tous, l'ami Freud aussi qui arrive et qui dit « Tu penses te percevoir toi-même? Tu penses percevoir la perception intérieure, tes sentiments, tes sensations, tes ressentis, ton état d'âme. Tu penses cela? Eh bien non, mon ami, illusion. Car en toi, il y a cette instance qu'on appelle l'inconscient, qui est lui aussi inconnaissable, auquel tu n'as pas accès, qui se manifeste de temps en temps à travers tes lapsus et tes actes manqués, à travers tes rêves aussi, l'interprétation des rêves, c'est lui qui est parti là-dessus, qui lui a redonné un sens, disons, humain, puisqu'avant l'interprétation des rêves, c'était surtout pour découvrir ce que les dieux voulaient nous dire, ou bien communiquer avec l'au-delà. Mais le sens humain, c'est, me semble, je crois, Freud, disons, qui leur a redonné cela. Donc, lorsque je perçois et que je me dis, ok, il y a ma sensibilité, il y a mes sentiments, il y a mon intelligence qui fabrique cette perception, et que je vois que ces sentiments ont une part aussi d'inconscient, que finalement cette perception est aussi déterminée par moi-même. J'ai envie de dire, peut-être, si ce n'est le reflet de nous-mêmes. C'est moche, Non, c'est complètement vrai. Et donc voilà, mince, je me suis coupée, j'aurais pas dû. Donc qu'est-ce qu'on voit si ce n'est le reflet de nous-mêmes? Et on a aussi, là on peut faire un petit pas de côté, pour redire un petit mot de, comment il s'appelle, Bataille, que j'ai déjà évoqué comme ça quand on travaillait, sommes-nous faits pour ne rien faire? J'avais dit attention, Bataille déjà nous claque dans le nez un truc clair et net. L'homme opère de toute façon une double négation. Il nie le monde donné pour en faire un monde humain,
Et là, on entend Bergson derrière qui dit « Bah oui, je vous l'avais bien dit, hein, on est d'accord, hein, nous on voit le monde pour qu'il nous soit utile, hein, et puis on le nomme pour qu'il nous soit encore plus utile et qu'il nous satisfasse. » Voilà, pof pof. Et nous nous nions nous-mêmes parce que nous refusons notre état naturel, notre animalité, entre guillemets, pourrions-nous dire. Ça serait l'objet d'un autre débat, pardon. Donc, effectivement, nous... Et puis alors, Kant, derrière, qui nous dit les choses ne prennent de réalité que parce que nous les construisons à travers notre sensibilité, qu'elle soit a priori, donc la perception du temps et de l'espace, ou a posteriori, ce que je perçois en effet, que je fabrique avec mon intelligence, que je construis donc, tout n'est que construction de l'homme, et ce que je perçois n'est que la réalité que je construis. Vous en dites quoi, vous ? C'est pas faux. Regardez Kaamelott. Alors, attends, j'ai oublié tout à l'heure. Ah oui, je voulais vous parler d'Alain. Voilà. Alain, alors c'est dommage, j'ai pas pris le temps de retrouver le passage, mais concernant la perception, quand tout à l'heure je disais, la perception met en jeu également la mémoire, bien sûr. Et il prend l'exemple du dé à jouer. Il dit, quand je vois un dé à jouer, je ne peux voir au maximum que 3 facettes, grand maximum, sous un certain angle, jamais 6. Et je ne peux pas voir les 6 côtés donc en même temps, et puis la face avec 1, la face avec 2, la face avec 3 points, etc., etc., etc. Donc, pour que je puisse percevoir quelque chose, il faut que je garde en mémoire tout ce qui précède. Et je rajoute aussi que j'anticipe sur ce qui va venir. Comme le langage d'ailleurs, la mémoire, c'est quelque chose qui est en jeu dans beaucoup de nos actions, c'est pas le mot. Dans le langage, par exemple, ou la musique aussi, c'est pareil. Hein. Si je ne mémorise pas ce qui a commencé une mélodie et que je n'anticipe pas un petit peu sur ce qu'elle va devenir, c'est pour ça que parfois je peux être surpris dans certains morceaux parce que ça ne correspond pas à ce que je m'attendais à entendre, sans cette mémoire-là, même si elle est très proche, eh bien je ne peux plus rien comprendre non plus, quoi. Et l'autre jour, on se demandait, peut-on vivre sans mémoire ? Bien sûr, on peut vivre sans mémoire, mais ça doit être particulier comme expérience. Et une autre idée m'a traversé l'esprit pendant que donc voilà, avec Alain, on comprend très bien qu'en effet, pour construire une perception, la mémoire est également en jeu. J'ai besoin de mon imagination, qui me donne les images, j'ai besoin de ma mémoire, qui les stocke et qui me permet de construire l'objet que je perçois, de mon intelligence pour lui donner du sens, du langage pour le nommer, sinon il disparaît, je ne le saisis plus. Et j'ai oublié un autre truc qui était vraiment sympa dans la question de la perception, mais ça va peut-être revenir au fil des discussions, car j'ai parlé plus d'une demi-heure, c'est très mal. Non, c'est à vous. Ça laisse sans voix, hein. C'est fou. Où est mon réel ? Oui. Est-ce que cette table, nous la percevons tous de la même façon ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a fait une expérience commune. Alors définissons ce commun. Parce que finalement, toutes les paires d'yeux que nous sommes ne voient absolument pas les mêmes choses. Moi, je ne me vois pas, déjà. Par contre, je vous vois tous. Vous ne voyez pratiquement personne d'autre que moi, etc., etc. Donc même notre mémoire va engranger, des choses tout à fait différentes. Et puis il y a des mots qui m'auront accroché. J'ai dit, ah ça, quand même. Et puis je suis quelqu'un d'autre, c'est un autre mot qui m'aura accroché. Et hop, et je vais construire. Et c'est magnifique. En même temps, c'est magnifique. Parce qu'après, dans le dialogue, tous ces échanges vont provoquer encore autre chose. De nouveau, pour nous tous, tout le temps. Et là, on peut saluer Héraclite quand même, parce que même notre pensée est en perpétuel mouvement. Tout est en perpétuel mouvement. C'est pour ça que ça m'agace quand, par exemple, on me dit « Mais tu changes d'avis comme de chemise. » Mais bien sûr. Mais tu es pleine de contradictions. Mais bien sûr. Évidemment.
acceptons nos contradictions, parce que rien n'est fixe, rien n'est figé. Nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Aujourd'hui, je trouve que tel événement est super. Demain, je vais le trouver prodigieusement ennuyeux. Aujourd'hui, je vais au musée parce que j'ai besoin, je sais pas, que quelque chose m'arrive sur un plan esthétique, blablabla. Il ne se passe rien. Demain, j'y retourne, il se passe quelque chose. Si ça, c'est pas contradictoire, alors assumons aussi nos contradictions, qui dépendent tellement de tout ce qui relève aussi de notre perception et qui fabriquent notre réalité, dans le temps de surcroît. Ouais. Donc c'est joli, ça. Voilà, je pense avoir répondu à ta question. Voyons-nous tous la même table? Ben non. Impossible. Et pourtant, elle est ce qu'elle est. Si on reprend la première définition du réel, tout simplement en disant ben, le réel c'est ce qui est, point final, eh bien là oui, je dis, on voit tous la même table. Mais non. Mais non. Non, puis si je change de place, je ne la vois pas de la même manière. Voilà. L'espace, et puis demain, elle sera encore différente. Voilà. Et tout à l'heure, quand on aura tout débarrassé, elle deviendra grise et plate. Elle perdra elle-même son mouvement, sa poésie peut-être, soyons fous. Tout reprendra, regardez. Puis alors, moi je vois le piano ouvert là-bas. Quelqu'un sait jouer du piano? Tu nous mettras, s'il te plaît, juste pour que je l'entende, parce que ce piano a une histoire aussi. Alors, je vous avoue que, voilà ce que je vois, moi, c'était pas vous d'abord, et puis le piano ouvert derrière, il est beau. C'est un cadeau qui fut offert à la ville de l'Archamp, enfin au village de l'Archamp, par une musicienne qui malheureusement ne peut plus jouer de piano et qui souhaitait que cet objet soit à la disposition des gens et qu'ils vivent. Rien que pour la remercier, si tu mets une demi-seconde, juste qu'on entende le son. C'est pas grave, on te cache, on met si tu veux, on met un voile, on regarde ailleurs. Enfin, si vous en êtes tous d'accord, hein, je ne veux rien imposer, mais c'est vrai que c'est... Ça va aller. Ça va aller. Si, t'inquiète. Si tu veux, je peux continuer à parler. Regardez-moi, ne la regardez pas. Personne ne te voit. On ne la voit pas de la même façon chacun. Il n'est pas accordé. Hein.
merci beaucoup, surtout sur un piano désaccordé, en fait. Il est arrivé la semaine dernière, donc l'accordeur n'est pas encore venu. Mais bon, il a parlé, merci. Pardon ? Nous a fait faire abstraction. Oui, hein, comme ça. Et puis voilà. Donc merci beaucoup d'avoir surmonté cette timidité. Tu vois ? Tu vas avoir une autre perception de toi-même après ça, c'est sûr. C'était une épreuve. Voilà, donc oui. Petite question. Cette perception, elle porte sur des objets qui ont une réalité matérielle, qui contiennent de la matière. Mais est-ce qu'on peut percevoir le vide, qui est l'absence de tout, mais qui est aussi le tout du rien? Enfin, tous les objets que nous avons, ils sont contenus dans un vide. Est-ce qu'on peut percevoir le vide? Alors, je pense, première réponse, très spontanée comme ça. J'ai envie de dire, l'artiste, par exemple, quand il fait un croquis de nu, il va s'attacher davantage au vide qu'à la matière pour le construire. Il va regarder justement les vides qui l'entourent. Bon, ça c'est la première chose très, très rapide comme ça. Ensuite, je crois que l'exercice, je pense, mais je peux me tromper, hein, que l'exercice de la méditation est un autre moment où justement j'essaye de ne plus percevoir la matière et de ne plus percevoir non plus mes affects, de m'installer dans une dimension, est-ce qu'on peut appeler ça le vide? Je ne sais pas, mais quelque chose qui est comme un suspens, comme ça, qui amène le silence aussi, quoi. Très spontanément, c'est ça. Maintenant, percevoir le vide et le penser, alors je ne sais pas, je ne sais même pas ce que c'est en fait que le vide, en fait. C'est un concept. C'est un concept. Vivre sans concept. Oui, On est déjà au niveau du concept. oui. Mais percevoir le vide, je ne sais pas si c'est possible, parce qu'en fait, il n'existe pas. Si je regarde, si j'utilise mes sens, comment ? C'est l'accueil, justement. Le vide est plein, et de ne plus le nommer, on accueille. Et je pense que là, on est dans la perception du s'il n'y a pas de vérité, mais on est dans la perception de notre âme, quoi. Et c'est ça que, pour moi, dans le vide, il est tout un concept au niveau Japon aussi, de vécu, de ressenti, d'accueil, voilà, d'accueil ouvert et de plénitude. Et pour moi, le vide est un état d'âme à avoir, et là, on s'embellit de tout ce qui de l'échange, du partage. Et ça, c'est le cheminement aussi de la méditation. Oui, parce que c'est un état d'être pour percevoir, justement. Pour percevoir autrement que la matière, et essayer d'accéder à quelque chose comme une vérité d'un monde ou d'un tout. Son ressenti, mais son éveil, quoi. Mmh. Un accueil. Un changement de niveau de conscience, peut-être, parce qu'on parle beaucoup de ça. Moi, je n'ai pas tout compris encore, mais... J'ai pas ce bagage culturel, philosophique, et j'apprécie énormément. C'est la première fois que je viens, et ouais, voilà. C'est dans le ressenti, sans jugement, sans essayer de saisir justement et d'organiser, comme dit Kant. J'arrive tout de suite. Je pense que quand on dit percevoir le vide, il faudrait préciser vide de quoi? Parce que percevoir le vide, c'est... Mais vide de quoi? Par exemple, si on dit le verre est vide, mais il est vide de quoi? Mais tu es encore dans un objet. Il est liquide, mais il est plein d'air, par exemple. Donc vide, tout ça, ça mais justement, là, tu ramènes à l'objet. Alors là, on avait dit, oublions les objets, si je ne me trompe pas. Or là, le verre vide, à moitié plein, là, je suis dans des objets, je reste connectée vraiment dans quelque chose qui m'intéresse. L'intérêt. Il faut toujours préciser, ça dépend de la philosophie. L'univers est un objet, il n'est pas vide. Pardon? Parce qu'il parle... L'univers est un objet et il n'est pas vide.
Peut-être. Peut-être. Vous vouliez dire? Je voulais poser la question, vous parliez percevoir objet, affect, ressentir. Oui. Où est le clivage, où est la différence? Comment on passe de l'un à l'autre? Je trouve que c'est une très jolie question, parce qu'il me semble, mais là après c'est mon regard, hein, il ne vaut que ce qu'il vaut, que c'est complètement enchevêtré et qu'on ne peut pas séparer cela. La perception que j'ai de quelque chose qui m'est extérieur et de tout ce qui va accompagner cette perception, comme on vient de le dire. Et je crois que ce n'est pas possible de scinder les deux et de dire attention, là c'est de l'affect, donc ça marche pas comme ça. Il me semble, hein, tout ce que je perçois, c'est déjà pour moi une interprétation dans une réalité que nous partageons et que nous interprétons tous avec notre regard et notre mode de percevoir, notre mémoire, notre sensibilité, nos affects, nos sentiments, etc. etc. Et ça, c'est un tout qu'on ne peut pas morceler. On peut dire, bah il y a ça, bah il y a ça, bah il y a ça, ok, alors tu enlèves ça, tu peux? Ouf. On peut suspendre les choses. Je pense que vraisemblablement, il y a deux modes de suspension de ce rapport particulier que nous avons eu au monde, oui, nous les humains, hein, parce que malgré tout, il me semble que la remarque de Bergson, c'est pour ça que j'ai pris juste le temps de le lire un peu, est assez juste. Hein. On est toujours dans l'intérêt, on est toujours intéressé par qu'est-ce qu'il fait, quelle heure est-il, qu'est-ce que j'ai encore à faire, comment ça va être plus pratique pour moi, etc. etc. C'est ça notre rapport courant au monde. Parce que c'est la société qu'on a fabriquée de cette manière-là. On aurait pu la fabriquer autrement, et dans d'autres cultures, elle est différente. Mais nous, ici, les Occidentaux, on est dans cette démarche-là. Je ne sais plus du tout où je voulais en venir, mais c'est pas grave. Ah si, deux modes de suspension un peu, on va dire, du temps, et de ce rapport intéressé au monde, et un autre mode alors de perception, peut-être c'est ce que vous vouliez évoquer et que vous avez soutenu aussi, c'est, me semble-t-il, l'expérience esthétique. Ça j'en avais déjà parlé, je ne sais pas si tout le monde n'était pas là, mais l'expérience esthétique c'est un peu ça, c'est le moment où je suis frappée, touchée par un objet, c'est encore un objet, mais un objet qui n'est qu'une occasion, qui pourrait être un autre, peu importe. Je suis touchée par un objet, que ce soit un coucher de soleil ou une œuvre d'art, peu importe, et d'un coup, tout mon mécanisme de perception, qui implique l'imagination, l'entendement, etc., se suspend. Je ne cherche plus à comprendre ou à connaître ou à identifier ou à nommer. Tout ceci se met à flotter comme ça, et je prends un plaisir phénoménal à la contemplation du beau, et je dis c'est beau. Et quand je dis c'est beau, je n'attribue pas, ça c'est Kant, hein, je n'attribue pas une qualité à un objet, parce que là je reviens dans la question de la connaissance, ou de mon rapport classique au monde. Quand je dis c'est beau, en fait, je nomme mon sentiment. Cette sensation de suspension, où le temps s'arrête, et où vraiment toutes mes préoccupations, tout à l'heure on en a fait une petite expérience avec la musique, d'un coup on a l'impression qu'effectivement il y a quelque chose qui se suspend. Eh bien ça c'est l'expérience esthétique, qui permet cette mise à distance comme ça de ce rapport au monde complexe. Et l'autre voie, je pense que c'est effectivement, alors on va dire, puisqu'il faut bien mettre des mots sur les choses, n'est-ce pas, on va dire méditation, état méditatif, un autre mode d'ouverture au monde, où justement on essaye de se mettre en retrait, nous et nos exigences de connaissance et de prise de position, de possession du monde. On peut parler de coup de foudre aussi. Pour le premier exemple, le tableau, le coucher de soleil. Le coup de foudre, à mon avis, est intéressé. Mais bon, ça c'est un autre débat. Parce que le sentiment esthétique, lui, est désintéressé. Hein, c'est-à-dire que quand, tout à l'heure je disais, l'objet n'est qu'une occasion du sentiment, c'est-à-dire que l'objet en lui-même ne m'intéresse pas. C'est ce qu'il provoque en moi qui est absolument étonnant, quoi. Hein ?
Alors, c'est facile de prendre un coucher de soleil parce qu'on l'a tous expérimenté. On s'est toujours à un moment donné arrêté en se disant oh, c'est beau. Et on a une impression de respiration. Hein, et de suspension, donc justement, et on oublie 2 minutes ce qu'il va falloir faire à manger ou que sais-je. Là, voilà. Avec une œuvre d'art, c'est possible aussi. La musique est peut-être l'objet d'art qui serait le plus propice à cette expérience esthétique, parce qu'elle nous englobe peut-être davantage. Ouais. Encore le corps, n'est-ce pas? Et voilà. Et donc, au passage, la séparation du corps et de l'esprit, hein, basta. Hein. Ça, c'est fait. Alors, dans les quasi-contemporains, ils ne sont plus contemporains, mais comme vous parlez d'expérience, après Sartre, j'avais envie de faire référence à Malraux, qui disait « transformer en conscience une expérience aussi large que possible », à savoir que nos expériences nourrissent une nouvelle conscience, capable toujours d'ouvrir notre regard à quelque chose de nouveau. Donc, absolument. à ce moment-là, un nouveau regard, une nouvelle oui. sensation, une nouvelle perception, etc. Oui. Et qui irait peut-être jusqu'à la connaissance. Alors après, je citerai quelque chose, parce qu'hier j'ai vu l'exposition, j'ai photographié une phrase, qu'est-ce que c'est? Mais les Chinois disaient que ça demeure. Alors que le monde du réel... Disait que ça demeure. Ça demeure, d'accord. Alors que le monde du réel disparaît. Bouge. Oui. Oui, oui. C'est pas loin. Mais en tout cas, voilà, les expériences qui nourrissent la conscience et... transforment cette conscience. Eh bien, moi, je dis, Malraux fait un petit coucou à Héraclite, qui dit, même ma conscience qui fait que je suis présent au monde et à moi-même, quoi. Hein, même cette conscience change avec ce que je suis. On n'a plus nos expériences, notre vécu, notre perception de toutes ces expériences et de tout ce vécu fait que nous percevons différemment et que la conscience que nous avons de nous-mêmes, de l'autre et du monde change aussi, complètement. Donc c'est ce que je dis parfois à mes petits élèves, je leur dis, mais vous savez, dans la vie, on ne vieillit pas, on grandit toujours, c'est tout. Il faut arrêter alors du coup d'aller se faire des liftings, des trucs et des machins, c'est pas la peine. On grandit toujours et ça fait partie aussi d'une expérience extraordinaire. Vraiment, c'est beau. Hein. Ah, c'est trop beau. Si je la savais, je pense que ça pourrait être aussi, et qui demeure. Oui. Et donc ce mouvement est peut-être ce fil rouge qu'il nous suffit de suivre simplement, de manière plus, j'ai envie de dire un peu plus légère, mais c'est pas le bon mot, plus entière peut-être, hein, d'une manière plus entière, sans continuer à morceler l'existence à travers nos besoins, quoi, ou les exigences d'une société qui est elle aussi un concept, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon. Cher ami. Où allons-nous? Vaste question. Tu nous as promené dans l'univers des idées philosophiques, en partant d'Héraclite, si j'ai bien suivi, il y a eu Héraclite, Platon, Kant, Bergson, Sartre, Freud, même s'il n'était pas philosophe, Alain. C'est un voyage, quoi. La philosophie, c'est pas un objet terminé, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. D'ailleurs, nous sommes dans ce mouvement en ce moment. Mais est-ce qu'il y a des directions que tu pourrais nous indiquer dans ce monde d'aujourd'hui, notamment grâce aux recherches des neurosciences? Alors là, quand même, t'es vache avec moi. Alors, ma réponse est non. Je n'ai aucune direction à donner. Je cherche comme tout le monde et je ne sais pas.
Les neurosciences, très sincèrement, je n'y connais rien du tout. J'interviewe mes amis scientifiques en disant oui, tu peux m'expliquer 2-3 petites articulations, que je vois comment ça peut après s'articuler avec la pensée de la philosophie, enfin la philo, quoi. Par contre, je crois que notre prochain rendez-vous philo, qui porte sur l'intelligence artificielle, va peut-être... Bon, c'est pas tout à fait la même chose, je suis d'accord avec toi. Sauf que il y a forcément une connexion, voilà, merci, entre les deux, puisque l'intelligence artificielle essaye de reproduire une intelligence naturelle. Différence entre les deux, je ne sais pas, on va voir. Et quant à la neurologie, je ne sais pas comment ça marche. Je sais qu'il y a de l'électricité dans l'air. Dans les neurones aussi. Voilà, dans les neurones aussi, qu'il y a des connexions, qu'il y a des tas de trucs qui se passent. Mais là, j'ai un peu de boulot encore quand même. Je regrette que Monique Sicard n'ait pas pu être là, parce qu'elle est beaucoup plus pointue sur cet aspect que moi, et c'est intéressant du coup d'avoir les deux. Oui. Ouais, enfin, pourtant, la robotique, l'intelligence artificielle, tout ça, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact sur la manière de penser du philosophe. Absolument. Même que, vraisemblablement, la théorie, si vous voulez, la représentation du réel à travers la mécanique newtonienne et puis ce qui en a suivi, ne peut pas ne pas avoir d'impact sur la manière de penser du philosophe. La manière de penser du philosophe, la manière de penser de l'homme, en général. Le philosophe, pour l'instant, très franchement, enfin en tout cas en ce qui me concerne, mais je suis philosophante, moi je regarde ça et ma question, c'est la question qu'on va poser, qu'est-ce qui nous arrive exactement? Parce que la difficulté qu'on a, c'est qu'on est pris dedans, mais vraiment, ça va à une vitesse folle. Il y a des millions qui sont investis là-dedans, dans ces recherches concernant donc, ce qu'on appelle l'IA, parce que maintenant on ne met plus les mots en entier, n'est-ce pas? On ne dit pas l'intelligence artificielle, mais on met l'IA. Voilà. C'est pas les sans domicile fixe, ce sont les SDF. Ça aussi, c'est une autre manière de penser. Le rapport au monde, hein, à travers le langage, hein, on ne dit pas l'intelligence artificielle, l'IA. Bon, bref. Donc on est en train de tout stériliser, quoi, en fait. C'est bizarre ce que ça fait. Mais peu importe, c'est pas le propos. Donc, mince, je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Cette intelligence artificielle, ah oui, nous pose problème parce qu'on n'a absolument aucun recul. On est pris dans cette espèce de développement technologique absolument. Chance d'exercer encore comme prof, donc d'avoir mon petit labo de jeune, voir comment ça bouge, tout ça, etc., de comprendre déjà, de le constater simplement, qu'ils ont une autre manière d'appréhender les choses, tout ce qui relève de la connaissance, de la cognition, etc., mais c'est à réviser complètement, parce que leur rapport au temps, à l'espace, leur conception du temps et de l'espace est complètement métamorphosée. Le fait de pouvoir discuter avec un ordinateur le matin, ça leur pose aucun problème. Ils ne voient même pas qu'il puisse y avoir un problème, ni quoi que ce soit. Pour eux, c'est tout à fait, disent-ils, naturel. C'est fabuleux. On est en train de développer, depuis les années 50, l'intelligence artificielle, et pour la jeunesse, c'est naturel. C'est fabuleux. Et pour nous, c'est un problème. Mais ça n'en est peut-être pas un. Il faut juste essayer. Ce qui est difficile pour le philosophe, en tout cas pour moi j'ai un petit cerveau, c'est de prendre une distance et d'essayer de me projeter. Où allons-nous? Tu vois, tu disais tout à l'heure, projeter, de dire qu'est-ce que ça va faire ça? Parce qu'il existe déjà quand même des ordinateurs, des machines, quoi, qui sont des psys. Enfin, voilà. Le matin, je me lève, je vais lui raconter mon rêve et puis il va me donner des réponses possibles à l'interprétation de mon rêve. Normalement, c'est mon psy qui fait ça. Mais là, non, c'est une machine. Ah non, c'est pas le psy, c'est la personne qui interprète son rêve. Excuse-moi. Ou la personne elle-même. Ou la personne... Non, mais là, j'étais un peu Freud quand même. Oh là là. Laisse-moi être Freud de temps en temps. Des fois, on ne peut pas laisser passer. Il y a du truc. Mais enfin, maintenant, ça sera même plus toi, c'est une machine. On a mis, je crois aussi qu'on a... Machine, n'en parlons pas. Mais on fait des expériences assez étonnantes, hein, oui. Dans les maisons de retraite, on installe les robots. Voilà. Et on met un interlocuteur.
Oui, ils font ça au Japon, non, c'est pas là-bas qu'ils expérimentent ça. Il y a un enterrement de chiens, il y a une émission sur un enterrement de chiens au Japon de robots. Ah oui, Parce que la le machine chien se robot. transforme, donc Oui. les robots, les chiens sont recyclés pour refaire de nouveaux chiens robots. Mais là, ce qui est fou, c'est que mon interlocuteur n'est plus un humain, mais il est une machine. Et je discute avec la machine. Et ainsi, je sors de ma solitude. Tiens, on aurait pu l'inclure dans solitude et isolement, cette affaire-là. En ce moment, c'est ça. La voie qui est suivie dans la recherche, c'est ça. C'est comment faire, finalement, pour que les gens ne soient pas seuls, tout en les laissant complètement isolés. Mais voilà. La présence des robots, la raison, c'est une raison de rentabilité. Ah mais ça, c'est toujours le rapport que nous avons au monde. Sauf que nous, on ne fait pas de fric, nous, on en dépense pour les avoir, les robots. Il y en a qui en gagnent aussi. Oui, oui, bien sûr. Beaucoup. Oui. Cher ami. Pour en revenir aux neurosciences, si tu me permets, une petite expérience assez connue, Vas-y. très éclairante sur la perception, c'est l'histoire des chats, des petits chats, dont on ferme les paupières assez cruellement à la naissance. Et à un moment très particulier qu'on appelle une période critique, on leur fait une expérience, c'est-à-dire qu'ils ne voient, par exemple, on leur met une collerette même pour qu'ils ne voient même pas leur corps, et donc ils sont dans un environnement où ils ne voient que des raies blanches et noires verticales dans une boîte. C'est la seule expérience qu'ils font à un moment bien particulier. Et après, on s'aperçoit qu'ils n'ont été imprégnés que par ces voies-là, et donc les barres, les choses horizontales, ils ne les voient pas. Si vous le mettez dans un escalier, vous vous cassez la gueule, parce qu'ils ne verront plus les horizontales. Parce que, effectivement, les cellules qui analysent tout ça ont été bien marquées par ça, comme au fer rouge, dans la pierre. Et voilà. Et donc ça, et après c'est fini, quoi. C'est pour eux. Alors pour l'être humain, c'est Dieu merci un peu moins grave. C'est pour ça quand c'est très important de diagnostiquer les défauts de vision pour les outils, etc. très vite, parce qu'après, ça sera moins figé, mais quand même. Mais c'est quand même intéressant de voir que les expériences, même précoces, marquent la façon dont le système va analyser le monde. Alors on peut bien sûr demander de quelles expériences nous manquons pour bien voir la chose en soi. On peut. Mais ceci étant, là-dessus, ça rejoint aussi les préoccupations de tout à l'heure, à savoir que la construction de l'esprit ou du mode de pensée, du mode de perception, etc., des plus jeunes qui naissent au milieu de toutes ces machines est complètement modifiée. Et parfois, je me sens complètement comme un dinosaure, quoi, en me disant, mais voilà, moi j'ai... La frontière entre le réel et le virtuel est complètement flottante maintenant. Et du coup, alors bien évidemment, c'est pas dramatique, hein, parce qu'il va y avoir des réajustements. C'est toujours comme ça, on s'enflamme, et après il faut réajuster un petit peu. Moi j'ai confiance en l'homme, je me dis, il va arriver à remettre les choses et on va réussir vraisemblablement à faire que ce sera peut-être un plus, enfin on espère, plutôt qu'une nouvelle difficulté, quoi, ou qu'un nouveau véritable problème, je ne sais pas. Il y a d'autres mouvements aussi qui sont préoccupants, comme on l'évoquait, je ne sais plus quand, le transhumanisme, tout ça. Alors il y a des gens qui pensent que c'est génial parce qu'on met vraiment les technologies modernes au service de l'homme, du mieux-être, du mieux-penser, peut-être de la connaissance de ceci, de cela. Et d'autres qui disent, mais alors l'humain, qu'est-ce que c'est, quoi, et qu'est-ce que ça va devenir, quoi. Là, on est à un virage extrêmement complexe, et le philosophe est bien dans l'embarras. Donc, on a des philosophes contemporains, je pense à Bernard Stiegler, qui essaye de penser un peu la technique et le rapport que nous avons avec cette technique qui nous innerve comme ça, comme si elle faisait partie de notre construction, même biologique, quoi. L'idée n'est pas de lui, hein, c'est Simondon un peu avant, etc. Bon, bref. Mais là, on va vers quelque chose qui semble s'accélérer et
et qui a des effets parfois absolument géniaux. Quand on pense par exemple à toutes les prothèses, quand on devient complètement sourd et que paf, on entend parfaitement bien alors qu'on a juste un tout petit truc que plus personne ne voit, c'est fabuleux. Donc il y a des aspects qui sont extraordinaires quand même pour l'humain. Et il y en a d'autres, mais c'est toujours pareil en fin de compte. Une découverte en elle-même ou un progrès quel qu'il soit n'est jamais une malédiction ou une bénédiction. C'est l'usage que nous en ferons, voilà. Et c'est là que l'éthique, ou ces fameux comités d'éthique, c'est pas par hasard qu'ils ont émergé comme ça il y a une cinquantaine d'années, les comités d'éthique, avec les progrès des technosciences justement, à savoir jusqu'où on peut aller et comment on va surtout utiliser ces nouvelles connaissances. Ça, c'est vraiment... ça va de pair avec toute cette évolution. Alors le philosophe, oui, est en grande difficulté par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve que ça va être... Je me permets d'adresser le philosophe. Quand j'entends le philosophe dire qu'il ne sait pas, je me dis, on en a besoin du philosophe parce qu'il va continuer. Oui. C'est maintenant qu'on en a le plus besoin. Oui, mais tout ça souligne le fait que philosopher, c'est pas simple. Il faudrait et que le fait, je pense aussi, que le fait qu'il y ait des équipes comme ça, qui se construisent, parce que le philosophe a besoin de tous les autres. Le philosophe tout seul, il va pas faire de la métaphysique. Attends, à un moment donné, on est dans la vie quand même. Hein. Donc il a besoin des ingénieurs, il a besoin des scientifiques, il a besoin de tout le monde pour réussir à construire et à maintenir cette distance. Comme on est pris dedans, c'est là qu'est notre difficulté. Nous sommes pris dedans, ça arrive dans nos maisons aussi, on est des humains quand même, pas de simples esprits. Donc ça arrive dans nos maisons, on est vraiment pris dedans. La particularité du philosophe, c'est d'essayer de prendre une distance par rapport au réel, si je puis me permettre de dire cela encore, pour essayer de le penser justement. Mais là, en ce moment, c'est très très compliqué parce que franchement, c'est difficile. Mais bon, ça c'est le débat du mois de mai. Non, du mois de juin. Juin. Et je peux vous dire que je travaille, hein, parce que wow, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple du tout. Donc voilà. Donc si vous n'avez plus du tout de questions ou d'observations, je vous propose un petit verre avant de reprendre nos aventures respectives, notre chemin. Et merci donc à vous aussi, et merci pour la musique. Et voilà.